Et j'invite à nous rejoindre Vincent Néringue de Mountain Wilderness, Laurent Reynaud de Domaine Skiable de France et Martin De Victor, le président du groupe hôtelier Mont Blanc Collection. Merci à tous les trois d'être là et c'est une table ronde que j'attendais avec impatience. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire se rassembler l'ensemble des acteurs de la montagne. Et on a des acteurs divers. On va peut-être commencer par le brief de cette table ronde, comme ça vous savez ce que tout le monde a eu comme consigne et comme question. C'est quelles pistes tracer ensemble? Parce que pour arriver à relever ce défi gigantesque des transitions, on s'est demandé s'il y avait des points de convergence. Et Monsieur Néringue, Mountain Wilderness a été moteur ces dernières années pour essayer de fédérer, notamment dans le cadre des états généraux de la transition du tourisme en montagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la méthode, ce que vous en avez appris et peut-être aussi ce que vous en espérez pour demain? On en a combien d'heures? Vous avez presque 10 minutes sur cette question. Non, mais de toute façon, Laurent pourra y contribuer également, vu qu'il y a participé, et il a y compris, avec Domaine Skiable de France, participé à l'élaboration du principe même. D'où c'est parti? C'est parti d'un constat. Alors, moi, je siège au comité de massif des Alpes du Nord à l'époque, pour vous dire à quel point c'était avant la fusion des deux massifs depuis 98, ça fait quelques années donc maintenant. J'ai vu l'évolution, on a posé la question à Joël Giraud tout à l'heure de comment il avait vu l'évolution de la montagne. Moi j'ai vu à la fois l'évolution de la montagne, physique, j'ai dit, et je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Thierry Lebel tout à l'heure, mais évidemment ça a des conséquences très fortes, et dès hier, pas seulement pour demain. Et malgré tout, des projets d'aménagement de toutes sortes qui arrivaient et qu'on avait à voir, et tu connais le jeu aussi vu que tu sièges maintenant à la comité de massif dans l'ex-formation UTN, qui est une unité touristique nouvelle qui s'appelle maintenant Espace et Urbanisme, sur lequel finalement peu de débats, des échanges certes entre administrations porteurs de projets qui sont même parfois considérés comme compliqués, etc. Sans doute, mais au final une position presque de juge où sur une demi-heure de présentation du projet, vas-y roule. Et les choses évoluant, mine de rien, la prise de conscience de deux camps. Les aménageurs, je mets d'énormes guillemets, les écolos barbus, j'en mets aussi. Il se trouve que physiquement, oui, mais il y a des femmes qui sont écolos barbus, voilà. Attends ma présidente, Fiona Mill. Mais, et ça ne peut pas marcher comme ça. Et on ne peut pas être tout le temps devant les tribunaux. On y sera encore, on y est encore, on y sera encore, mais ce n'est pas une manière de faire. Et il y a un certain nombre d'autres enjeux, j'ai envie de dire le ski étant la pointe de l'iceberg de la montagne. C'est une pointe importante, elle est visible, elle est utile, elle est nécessaire. Elle peut encore l'être dans plein d'endroits. Elle ne le sera sans doute pas, elle ne l'est déjà plus déjà dans un certain nombre de ces endroits. Elle ne le sera sans doute plus demain, et ça a été dit de manière très claire aussi. Mais on parlait finalement pas beaucoup de montagnes et beaucoup de stations et beaucoup d'aménagements. Et on avait donc lancé, et ça date de 2011, un appel pour nos montagnes, pour sortir de ce cercle d'écolos barbus, j'y reviens, pour essayer justement de voir comment on peut ensemble, déjà à l'époque, essayer de voir comment on pouvait remettre en avant un certain nombre d'autres enjeux, d'autres atouts de la montagne. Et d'ailleurs, Joël Giraud l'avait signé, Eric Fournier, je ne sais pas où il était, mais il l'avait signé également, sur la nécessité d'avoir cette approche-là, un peu différente, et de sortir de ce conflit. Ça nous a conduit, parce qu'on a vu un certain nombre encore de projets de territoire et de mobilisation citoyenne. On est sorti du cercle des écolos barbus, des associations nationales ou régionales de protection de l'environnement, avec un certain nombre d'habitants, tout bêtement, qui se montaient en collectif pour dire oui, mais pourquoi la liaison ceci, pourquoi l'hébergement cela, pourquoi on n'a jamais été consulté, etc. Pourquoi le cœur de Champs-Rousse, vous en rappelez peut-être, 600 personnes qui montent pour faire un grand cœur, pour dire la montagne, on l'aime et on peut en faire autre chose qu'une piste de ski. Je n'ai pas dit qu'on les enlève toutes, mais là, dans le cas d'espèce, la question se posait clairement. Et au final, on a dit oui, comment on change finalement l'approche qu'on a d'avoir les spécialistes du tourisme qui se réunissent entre eux à la commission UTN, les spécialistes de l'environnement qui sont au groupe biodiversité. Et on a senti vraiment la nécessité de réappropriation de l'ensemble de ces enjeux dans le cadre en plus d'une pression au changement climatique très très forte, d'un besoin, pas d'une envie, d'un besoin réel de transition. Ça a été dit, ça a été redit, ça devra être redit et ça devra être fait.
Et on a proposé ces états généraux de la transition du tourisme en montagne à l'occasion de la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine, au sein du comité de massif. D'ailleurs, Nicolas, il était là, je ne sais pas. Il est là, je le vois. Rappelle-t-en au CEMAGREF, enfin ex-CEMAGREF, le lancement du groupe de travail international que tu présides, et que d'ailleurs il faudrait qu'on réunisse bientôt. On a fait cette proposition parce qu'on nous dit que la France va présider à la fois la Convention alpine, donc le traité international de protection et de développement durable des Alpes, et la SUERA. Qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les enjeux? On a proposé que ce soit mis sous le thème des transitions et proposé dans ce cadre-là la tenue d'états généraux de la transition du tourisme en montagne. Et là a commencé 3-4 ans, enfin, c'était fin 2018, je crois, ce groupe de travail, et donc on a pu réunir ça en 2021. Donc vous voyez, ça s'est fait sur le long terme. Une idée initiale, l'agglomération d'un certain nombre d'acteurs, d'un nombre certain d'acteurs, l'État, les régions. Le comité de massif valide le principe, en CP d'abord, puis en plénière, puis avec, tiens, ce serait bien d'ajouter tel et tel acteur, oui, on n'y avait pas pensé. Le domaine skiable de France, je répète, joue le jeu, prend même quelqu'un à disposition du travail collectif. Il faut le rappeler, c'était vraiment pour travailler sur le principe de partager le constat qu'effectivement, si on ne fait rien, on a vraiment des gros problèmes. Mais aussi ouvrir les portes avec un système de témoignages et d'échanges avec soit des territoires qui ont déjà commencé les choses, soit avec des grands acteurs qui sont capables de dire oui, c'est possible pour telle raison, oui, moi j'ai eu à vivre ça, y compris dans des espaces qui ne sont pas des espaces de montagne. Jean-François Caron qui a dû faire face avec, en tant que maire de son département, c'est quoi? C'est le Pas-de-Calais, je ne sais plus, enfin ouais, c'est le Nord-Nord, hein. Fermeture des mines du jour au lendemain, comment on fait, comment on se réinvente, est venu témoigner de tout ça, de la prise de conscience de leur histoire, de l'importance des gens, de leur capacité d'agir. Donc ça montre que c'est possible. Et derrière, parce qu'évidemment, il fallait ce mouvement global d'énergie collective, mais on ne pouvait pas, et ça a été dit 10 fois, et je vais le répéter donc une 11e fois, on ne pouvait pas imaginer trouver le modèle miracle à mettre partout pareil en même temps. Donc ça a été territorialisé. Ça a conduit à ce qu'une grosse trentaine de territoires, 34 je crois, se réunissent en 29 ou 30 ateliers territoriaux. Donc cette nourriture globale sur oui, il y a des éléments, comment on les travaille ensemble avec tous les acteurs. C'était l'écosystème montagne, et ça c'était important. Et y compris la manière de faire a été co-construite. Alors c'était la période Covid, on a fait ça par des visios, merci les visios, franchement c'est un super outil, et ça nous a évité plein de carbone en déplacement, mais malgré tout, on a pu construire avec tout un tas d'acteurs, mais vous imaginez quelqu'un avec qui vous avez des relations dans le territoire, globalement il y avait quelqu'un qui représentait cette forme d'acteur. Et on a construit le principe, construit les modalités, fait des tests, parce qu'il fallait aussi, enfin, venant d'une association de protection de la montagne avec laquelle on a pu avoir parfois des fritages assez forts, il faut être clair, il fallait aussi démontrer la capacité qu'on avait d'être transparent sur les méthodes, sur les rendus, sur le fait qu'effectivement tout le monde pouvait s'exprimer avec la même valeur, etc. Donc il y a eu des tests de fait, y compris en Tarentaise, etc. Alors ce que ça a conduit, c'est que certes on est rentré par le tourisme, mais on en est vite sorti. Ça ne veut pas dire qu'on n'y est pas resté, mais on a évoqué des tas d'autres sujets de vie en montagne finalement. Et est-ce que c'est pas ça le véritable enjeu? Évidemment que oui, mais on est parti de là. Et donc le tourisme comme outil, mais la vie en montagne et des habitants, facteur majeur de ces enjeux de transition, avec l'envie, la nécessité d'être impliqué, d'avoir son mot à dire, d'être entendu, de pouvoir contribuer, construire, tout niveau. Et c'est ça finalement le véritable enseignement. Après, sinon, il y en a eu des techniques sur la question, je reprends sur les grands points, sur la nécessité de rééquilibrage d'économie de montagne, sur des secteurs durables avec le bénéfice de tous, reterritorialiser, et ça aussi ça a été dit aujourd'hui, et ce tourisme, l'associer à l'histoire, au paysage, à l'architecture, au projet de chacun des territoires, vivre et travailler en montagne, pluriactivité, polycompétence, futur souhaitable et réalisable, parce que toujours ces réflexions doivent se faire dans le cadre qui a été finalement défini dans la première de ces tables rondes. On s'en affranchira pas, on le sait. Et de toute façon, toutes les prédictions climatiques qui ont pu être posées, quand on dit ça pourrait être comme ci, comme ça, machin, on a toujours atteint le pire jusqu'à maintenant. Il faut quand même avoir conscience de ça, donc il faut vraiment s'en saisir. C'est à chaque fois la plus impactante des hypothèses qui a été réalisée jusque-là, donc il faut en tenir compte. On n'est pas encore foutu de faire en sorte de tomber sur les RCP les moins pires. Bon, voilà.
et sachant que aucun n'est gay, j'ai envie de dire. Et puis surtout, impliquer les scientifiques, les enseignants, les formateurs, etc. L'écosystème global. Des retombées déjà, parce que malgré tout, il y en a, y compris pratiques. Le comité de massif a acté une résolution qui fait sienne les conclusions et qui décide de travailler ce système de gouvernance, et ça donne lieu à des groupes de travail dans lesquels des tas d'acteurs concernés participent sans être membres du comité de massif. On a une réunion du groupe de travail biodiversité il y a 10 jours, 15 jours, 60 participants. Il y avait presque plus que de membres du comité de massif, mais de toute nature. Et donc tout le monde peut s'exprimer sur les thématiques en tenant compte de ces enjeux. Ça évolue. Le comité de massif du Jura a traité ça aussi, a eu en fin d'année dernière une réunion parce que la région Bourgogne-Franche-Comté travaille sur son nouveau schéma régional du tourisme. Elle a réuni les mêmes acteurs qu'un an avant en leur disant « Vous aviez défini des grandes orientations, on a ce document à faire, on va travailler ensemble, allez-y, planchez. » Donc, non, mais c'est un changement de gouvernance assez majeur. Et donc, j'ai dit territorialisé. Moi, j'ai participé à quelques-unes de ces réunions territorialisées, et j'ai rencontré des acteurs importants de certains de ces territoires qui me disaient « J'ai pu parler à des vrais gens. » Ou sur tel SCOT, ou tel aménagement, ou tel ceci, jamais on m'avait posé la question. Et ça, c'est un changement important quand même. Comment on construit ensemble ? C'est pas qu'un changement d'ingénierie, et je suis content que vous ayez commencé à nous développer un peu les tuyaux, parce que c'est important aussi pour les journalistes présents dans la salle. Il y a aujourd'hui des outils et des méthodes qui vous permettent de tous vous parler en partageant des constats. C'est à petite échelle ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui aussi. C'est pour ça que vous êtes tous présents autour de la table. Donc vous avez créé ces lieux. On a créé collectivement ces conditions vous avez créé de travail collectivement ensemble. Ces conditions. Donc le monde de la montagne, contrairement parfois à une logique médiatique qui voudrait tout le temps vous opposer, passe aussi beaucoup de temps à collaborer. Je crois que c'est important. Et Laurent Reynaud, vous rebondissiez sur ce point en disant... un point que je veux faire ressortir pour DSF et qui me paraît clé, c'est que on veut bien protéger la montagne, on veut bien réfléchir à l'évolution de nos modèles économiques, mais il faut le faire toujours dans le cadre d'un consensus social. Et ça vous paraît être un point important dans la manière dont vous devez relever vos défis, gigantesques s'il en est, d'évolution des stations de ski. Qu'est-ce que vous entendez par consensus social et quels sont les points sur lesquels, parce qu'il faut mettre un peu quand même de réalité derrière les points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, vous avez des points sur lesquels vous pouvez ne pas être toujours d'accord sur cet enjeu de consensus social? Je pense qu'il y a un besoin de contrat social. Il y a un contrat social qui se délite d'une façon générale dans notre société. Je le déplore. Les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Et on voit ces tensions qui tendent à éloigner les gens les uns des autres, alors que ce dont on a besoin, c'est construire des trajectoires ensemble. Alors évidemment, aucun projet, il y a des élus dans la salle, ils le savent mieux que moi, aucun projet ne fait jamais l'unanimité. Il ne s'agit pas d'espérer ici, dans une forme d'angélisme, qu'une unanimité se dégage, mais au moins un socle de consensus, et notamment pour ce qui nous concerne, un consensus sur l'importance et la place du ski, que le ski doit continuer d'occuper dans les prochaines décennies dans l'offre touristique des stations de montagne. Alors un petit retour en arrière quand même, parce que c'est pas anodin pour moi de venir ici à Chamonix. Chamonix, c'est là que le premier téléphérique a été construit en France. 1924. C'est-à-dire qu'on fêtera les 100 ans, en même temps que les 100 ans de la Fédération française de ski, l'année prochaine, du premier téléphérique construit en France. En fait, le ski est un sport relativement jeune, il faut le dire. D'ailleurs, je crois qu'il y avait très peu de disciplines de glisse véritablement au JO de 1924 à Chamonix. Pour nous, le mythe fondateur, c'est un peu le plan neige. Ça, c'était vraiment le XXe siècle. C'est-à-dire qu'en 1960, il y a 300 remontées mécaniques en France. 20 ans plus tard, il y en a 3000. C'est ce qu'on a appelé l'or blanc, c'est-à-dire la capacité dans tout un tas de territoires finalement assez déshérités parce que punis par la pente, l'éloignement, l'enclavement, la neige, qui est plus une malédiction, hein, même si elle rend tout tellement beau, malgré tout pour y vivre, c'est pas tous les jours une sinécure. Et donc l'idée qu'on allait pouvoir enfin transformer cette neige et cette pente en un atout. Voilà. Et si la montagne n'est pas moins belle sans le ski, on sait tous, et je crois qu'il faut aussi se le dire, qu'elle est moins attractive. Je donnerai un seul chiffre. Pendant l'hiver Covid 2020-2021, lorsque les remontées mécaniques ont été mises à l'arrêt pour des raisons de Covid, et que le ski de fond, le ski de randonnée, la raquette, la luge, toutes les autres activités restaient possibles dans nos beaux massifs, c'est plus de la moitié des gens qui ont décidé de ne pas venir cet hiver-là en station.
Et ça, c'est que la fréquentation. En dépenses touristiques, c'est 3 fois moins. Ça veut dire 3 fois moins d'emplois aussi. Et donc, on le sait, énormément de chômage partiel qui a eu lieu cette année-là. Donc, le ski continue d'occuper une place, aux côtés de tout un tas d'autres activités merveilleuses, été comme hiver, personne ne le nie, mais une place importante, persistante, dans l'offre touristique et dans le tissu social et économique des stations de montagne. Ça nous donne une grande responsabilité parce qu'on sait que nous, domaine skiable, si on n'ouvre pas, il y a tout un tas d'acteurs, moniteurs, hébergeurs, restaurateurs, commerçants, qui ne peuvent pas non plus travailler, mais jusqu'au boulanger, jusqu'au pharmacien. C'est ce qu'on a vu pendant l'hiver 2020-2021. Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est là que je reviens à notre 21e siècle, c'est quelles sont les perspectives. Et évidemment, aujourd'hui, ce qui oblitère complètement cette question, c'est la question climatique. Avec le changement climatique que nous constatons, nous qui sommes sur le terrain, on voit bien que décennie après décennie, la tendance est à l'érosion du manteau neigeux. Personne chez nous ne le conteste, il n'y a pas de climato-sceptique, aucun climato-sceptique chez nos adhérents. Pour autant, il me semble qu'il y a 2 choses qu'il faut dire. La première, c'est qu'aujourd'hui, on sait mettre des chiffres assez précis grâce aux scientifiques, Météo France, l'INRAE, qui ont développé un produit qui s'appelle ClimSnow, qui permet de simuler de façon assez précise à quoi ressemblera le domaine skiable en 2050, en 2080, et peut-être en 2100. Alors je mets des guillemets parce que ça dépendra beaucoup de ce qu'on va tous faire collectivement, mais je veux dire, y compris la Chine, le Brésil et d'autres économies dans les 30 prochaines années. Mais déjà, arrêtons-nous à 2050. C'est une échéance assez importante quand même, parce que je vois beaucoup de filières qui ne savent pas du tout. On parlait du textile, on a parlé du bois. Je vois beaucoup de filières qui ne savent pas du tout où est-ce qu'elles seront dans 20 ans. On essaie de se projeter à horizon 2050 et aujourd'hui, on a des réponses. Et c'est ce qui change, en fait, depuis maintenant 5-6 ans. On peut poser des chiffres là-dessus et l'horizon n'est pas si noir. Alors, le ski a un avenir dans les prochaines décennies. Alors, sans doute pas absolument partout. Il y a certainement des stations de basse altitude qui rencontrent des difficultés depuis plusieurs décennies aussi et qui devront s'arrêter. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le ski a une place et conservera une place prédominante dans un grand nombre de territoires de montagne. On en a la conviction et nos responsabilités sur des délégations de services publics qui souvent font 20 ou 30 ans, nous, on s'engage. On a les yeux grands ouverts sur ces sujets de réchauffement climatique et aujourd'hui, on est serein pour assumer des responsabilités sociales, parce qu'on emploie beaucoup de monde, économiques, financières, et surtout proposer, bien sûr, des expériences uniques à nos clients. C'est ça qui nous fait vivre. Voilà, pour les 30 prochaines années au moins. Merci pour le constat et aussi la manière dont vous arrivez à travailler ensemble. Un petit point de complément peut-être en tant qu'acteur économique et centraux des massifs. Pour répondre à cet enjeu gigantesque que vous releviez de lutte contre le changement climatique, vous vous êtes engagé sur plusieurs points. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire quels sont les points sur lesquels vous avez bien avancé et parce qu'on est là pour tous dire, ceux où il va falloir un peu accélérer aussi? Volontiers. Donc c'est une démarche, je le dis, elle est assez unique parce que je n'ai vu aucune filière, ni en France, ni nos homologues avec qui je discute, les remontées mécaniques suisses, italiennes, autrichiennes, avoir la même. Aujourd'hui, la totalité des entreprises de remontées mécaniques, ça va de la Compagnie du Mont Blanc ici, qui est la plus grande d'entre elles, à la plus petite, quelque part en Chartreuse ou ailleurs. La totalité des 200 entreprises de remontée mécanique et domaine skiable se sont engagées effectivement sur 16 éco-engagements, avec un engagement phare qui est de supprimer la production de gaz à effet de serre, scope 1 et 2, sur les domaines skiables rapidement, c'est-à-dire d'ici 15 ans. Et on arrivera à cette échéance même avant l'heure, parce qu'aujourd'hui, avec un certain nombre de carburants, je pourrais revenir sur les questions de bilan carbone des domaines skiables, mais sachez-le, c'est quelque chose qu'on va tenir. Mais dedans, on trouve aussi des engagements sur l'eau, sur la biodiversité, sur les déchets, sur les paysages. Et c'est une fierté qu'on a en tant que chambre professionnelle de tirer aussi nos adhérents dans la même direction pour créer un socle, je dirais, d'engagement et de responsabilité. Parce que ce que l'on souhaite, c'est pouvoir le plus longtemps possible faire bénéficier les territoires de cet atout formidable en termes d'animation du territoire qu'est le ski. Donc, à commencer par réduire et tenir les accords de Paris et réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre. Et sur les pistes où il faut accélérer? Alors, gaz à effet de serre, on sera en avance. Végétalisation des pistes aussi. Quelque chose qui va vous surprendre. Sur les déchets, on n'est pas bon. Donc, on est partenaire de l'association de Montagne Rider, qui a l'ambition à laquelle je crois tout le monde souscrit, Montagne zéro déchet. Mais sachez-le, on n'est vraiment pas bon sur les déchets. Et aujourd'hui, on se contente petitement de faire des opérations de ramassage des déchets, mais
Je veux dire, on aura bien travaillé quand il n'y aura plus besoin de faire d'opérations de ramassage de déchets. Et là, je parle pour nous, parce que les déchets qu'on retrouve ne sont pas que les déchets apportés par les clients eux-mêmes lorsqu'ils viennent en station, été comme hiver d'ailleurs. C'est aussi des restaurants d'altitude, des commerçants, des opérations d'événementiel, des opérations, des travaux aussi qu'on peut nous-mêmes mener. Donc là, on a tous à balayer devant notre porte. Par exemple, les sujets sur lesquels on doit encore travailler sont nombreux. Merci. Et on se pose aussi la question de cette évolution du tourisme en montagne. On sait qu'il y a des endroits où on fera moins de ski qu'avant. On sait qu'il y a des endroits qu'il faudra mieux préserver qu'avant parce que ce réchauffement climatique impacte aussi la manière de pratiquer la montagne. Martin de Victor, vous êtes un acteur hôtelier de la vallée de Chamonix. Et vous vous heurtez parfois aussi à une forme de remise en cause de votre métier d'hébergeur, d'accueil des populations touristiques. Ça rejoint un peu la table ronde du logement de tout à l'heure. Cette espèce de tourist go home dont on parlait, Vincent Nérinck, c'est-à-dire cette non-acceptabilité du tourisme dans certains territoires touristiques tendus, vous essayez d'y apporter des réponses parce que vous considérez que les hôteliers ont une part de responsabilité et une partie de la réponse. Vous avez notamment le dernier hôtel que vous avez ouvert, Plan B, pense ces questions. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que vous avez fait dans Plan B ? Oui, bien sûr, bonjour. En fait, donc, je suis un entrepreneur. C'est un chemin à parcourir, fait de rencontres. Et très souvent, c'est des contraintes qui existent, qui peuvent créer des opportunités. Et Plan B, c'est un lieu donc, au départ de 50 clés, à Chamonix-Sud, près de la gare de bus, où on aurait pu construire 100 clés. Et j'ai pris le pari de dire que 50, parce que 100 clés, il aurait fallu faire un deuxième parking souterrain. Et avec toute l'eau qui coule sous cette vallée, ça coûtait très cher. Et donc, j'avais un grand espace de vie de 700 mètres carrés au rez-de-chaussée à animer. Et de cette contrainte, je savais que je ne pourrais pas le faire juste avec mon hôtel. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à quels étaient les ingrédients de la vie qui feraient que les gens viennent chez moi. Et donc, un vrai travail a été fait sur l'ancrage local. Et qu'est-ce qui réunit les gens, finalement, les centres d'intérêt, que ce soit les associations, les entreprises, différents citoyens. Et j'ai fait un vrai travail pour essayer d'animer cet espace de vie. On a ouvert en septembre 2020 en pleine crise Covid. Et avec cette volonté d'un ancrage local fort, finalement, on a trouvé notre clientèle assez rapidement. Et ça m'a amené à pas mal de réflexions, finalement, que la diversité des personnes, de rassembler des personnes de profils très différents, finalement, avait un vrai lien sociétal et était au cœur, finalement, de la stratégie que je voulais pour mon groupe. Donc, réunir des acteurs différents, des personnes de différentes nationalités, des âges différents. Et très vite, je me suis retrouvé un peu un incubateur de projets où les gens venaient me voir avec des projets pour lancer un Chamonix Film Festival, pour lancer un festival d'art contemporain, pour soutenir une association Éco-Tri-Vélo de vélo. Plus récemment, pour créer une association qui s'appelle Toit des Cimes, qui a été lancée à Chamonix, et qui est au cœur en fait, de cette réflexion sur le vivre ensemble, qui a été lancée par la communauté de communes, mais qui rassemble citoyens, associations, entreprises et collectivités. Et aujourd'hui, je pense que l'effort dans les changements climatiques, etc., doit être un effort collectif. Et donc même, on s'est retrouvé à prendre des parts dans ce projet pour le soutenir. Ce qui est venu ensuite, c'est ce rapport entre la nature et la culture, et de se dire que finalement, la culture est au cœur de ce qui nous unit, et comment travailler cet élément culturel. Voilà déjà quelques réflexions sur ce lieu de vie, et c'est quelque chose que je souhaite répliquer ailleurs. D'ailleurs, sur cette nécessité de repenser la place du tourisme, il y a aussi une évolution, vous me disiez, sur les modes de fréquentation de la vallée. Et les gens viennent pour 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, voire 1 an, scolarisent leurs enfants. Vous me disiez que le tourisme Instagram, entre guillemets, il n'est pas complètement mort, on ne va pas se mentir, mais il était en train d'évoluer peut-être vers une recherche plus grande d'expérience. Cet enjeu de l'expérience, il est intéressant pour vous trois, parce qu'il est central dans les enjeux de pratique de la montagne. J'aimerais savoir un peu ce que vous pensez de cette adaptation à une demande aussi diverse, et comment le tourisme peut être un levier quand on veut protéger la montagne, quand on veut continuer à venir y pratiquer des activités, ou quand on héberge des touristes ou qu'on accueille des habitants.
On va peut-être commencer par vous, Vincent Nérinck, sur la place du tourisme dans la protection de la montagne, ses risques et ses opportunités. Alors, risque évidemment, et on le voit aussi post-Covid, et pas seulement par rapport au ski qui pourrait, enfin les stations qui pourraient vouloir faire une liaison supplémentaire ou une extension, ça arrive encore dans certains spots. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Je pense que globalement on dispose de ce qu'il faut et faut l'entretenir. Il faut faire ce qu'on peut tant qu'on peut aux endroits où on peut. C'est quelque chose de majeur. Mais y compris dans ces espaces-là, le post-Covid a montré une vraie appétence pour l'espace naturel quand même. Et ça reste malgré tout pour nous tous le socle. Je veux dire clairement, les montagnes, elles sont là, elles ne sont pas ailleurs, et elles sont différentes ici que d'en face et que dans les Pyrénées, dans le Massif central et tout. Et c'est finalement une chance énorme qu'on a. On avait déjà mis les états généraux numéro 1 et on s'oriente vers des numéros 2 sur la territorialisation, c'est indispensable. Alors, ils s'appelleront EGTTM, donc États généraux, c'était de la transition du tourisme en montagne, ce sera de la transition des territoires de montagne. On dézoome du tourisme. Il faut dézoomer du tourisme, il faut dézoomer de la station. C'était déjà fait dans les premiers, c'est déjà fait dans un certain nombre de plans. Le plan espace valléen du comité de massif des Alpes vise déjà à réfléchir périmètre de vie plutôt que station touristique. De la même manière, le plan Avenir Montagne Ingénierie, qui a été adossé au plan Avenir Montagne, et Joël Giraud en a parlé tout à l'heure, Dominique Faure aussi, je crois, nous avions, lors de la préparation des États généraux, les premiers du nom, déjà déploré que investir sur de l'infrastructure, c'est de l'investissement. Dépenser sur de l'humain, c'était de la dépense. Et là, je pense que le plan Avenir Montagne Ingénierie répond justement à investir sur de l'humain, c'est de l'investissement pour le futur. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Et malgré tout, c'est quand même 62 territoires de montagne qui sont accompagnés depuis 1 an et demi maintenant par 62 chefs de projet que l'État paye pour construire les projets de transition à l'échelle de l'espace de vie. Et ça, c'est quelque chose de majeur et qu'il faut continuer à travailler aussi. Après, évidemment, toute action a un impact. Plus de monde au lac Blanc, plus de monde en montagne, ça se gère. C'est une évidence. Reste que il faut le tourisme et l'accueil qu'on va donner à ces gens qui viennent visiter les montagnes, qui restent des espaces d'attractivité extraordinaires en tant que tels, doit permettre de faire prendre conscience. Ça a été dit tout à l'heure, le Montant-Vert, vous y allez, vous voyez les photos de ce que c'était, vous n'en revenez pas indemne. Le Glacerium va jouer d'ailleurs ce rôle, et c'est intéressant, ça a été dit par quelqu'un tout à l'heure aussi, je crois qu'Adi Sevestre en parle dans son interview sur le site de l'événement. Je rajouterai juste un petit point là-dessus, c'est sur la qualité de la vie locale. Finalement, on en a parlé par rapport à l'hébergement, au logement, qui est important. Si les gens ne sont pas heureux localement, ils viennent juste faire un job, prendre de l'argent et partir, les touristes le ressentent. Et on peut aller dans des endroits où on voit qu'on n'est pas forcément très bien traité, etc. Et donc, la qualité de la vie locale, je pense, est vraiment importante. Et finalement, en fait, je pense qu'il faut inverser la pyramide du tourisme et être un peu disruptif, parce que la façon dont ça s'est construit, c'est que le tourisme, c'est-à-dire par exemple le ski, mais d'autres, ou ailleurs, au Maroc ou ailleurs, crée de la richesse, les gens s'enrichissent, donc ça améliore leur qualité de vie. Non mais, et beaucoup de personnes ici à Chamonix ont bénéficié en fait de cette création de valeur. Aujourd'hui, ce que recherchent les gens, c'est il y a une qualité de vie, je vais vouloir aller m'y installer, il va y avoir une activité, ça va créer de l'économie et ça va attirer le tourisme. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut essayer de réfléchir les choses. Ça va se faire progressivement, mais c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser notre vision qu'on a du tourisme ? C'est totalement nécessaire, et Joël Giraud en parlait tout à l'heure sur ce fameux sandwich qu'il n'arrive pas à acheter dans les stations pendant les 3/4 de l'année. C'est un enjeu. Comment on rend ces espaces qui ont été investis pour le tourisme et pour le ski en particulier vivables, j'ai envie de dire. Moi, j'ai été confronté dans des commissions des sites, dans certains territoires, à des enjeux de construction, de lotissement pour habitat permanent. Parfait. On bouffait la dernière terre arable mécanisable du secteur. Pourquoi ? Je pose la question toute bête. Vous avez un espace qui n'est pas si haut que ça, skiable, pas de souci, ce n'est pas la question. Mais il y a encore du droit à construire, il y a de l'espace, c'est plutôt même bien exposé. Pourquoi on n'investit pas cet espace-là pour l'habitat permanent ? On m'a répondu, et à la fois le conseiller départemental du coin et le maire porteur du projet, c'est invivable là-haut.
Et c'est un des enjeux majeurs, je crois, c'est de rendre ces espaces vivables, en tenant compte de leurs spécificités. On est ici et pas ailleurs. Vous savez, il y a une définition du tourisme qui dit c'est emmener des gens qui seraient mieux chez eux, dans des endroits qui seraient mieux... c'est difficile, il y a plein de S. C'est dans des endroits qui seraient mieux sans eux. Moi, je pense que c'est tout le contraire qu'il faut qu'on travaille. Il faut faire mentir cette définition. Clairement, si les gens viennent ici, ailleurs, partout, le tourisme, ça vaut aussi hors montagne, pour retrouver les mêmes aménités qu'ils ont chez eux, qu'ils restent chez eux. Globalement, on n'a pas à s'adapter à cette soi-disant demande de la clientèle. Il y a un niveau minimal de confort, on est d'accord, mais à un moment donné, il faut respecter les spécificités. En refuge, on n'a pas besoin de 40 douches et de 50 prises pour charger le smartphone ou que sais-je. À un moment donné, il faut prendre en considération qui on est, où on est, jouer là-dessus, y compris pour inculquer des enjeux de sobriété. La montagne, ça a toujours été le cas, les chalets d'alpage, les refuges, monter à dos d'homme, etc., etc. Je demande à personne d'aller dormir dans du foin en s'éclairant la bougie, il faut être bien clair. Mais à un moment donné, conserver ce type de principe, inscrit dans un territoire, dans un paysage dans lequel on devient les passeurs et qu'on accompagne pour pas faire, pour simplifier, même caricaturer ce que tu disais, accueillir des porte-monnaies sur pattes pour les renvoyer derrière en disant c'est bon, j'ai fait ma saison, on arrête. Enfin, il y a un enjeu très fort à ce niveau-là de réappropriation du territoire de manière collective et de manière à transmettre mieux et retrouver du sens vis-à-vis des acteurs. Mais ça vaut pour une station. Je ne vais pas donner de nom, mais une station qui a une architecture particulièrement soignée, qui avait d'un vrai sens construit, etc., dans lequel on met la nouvelle résidence de tourisme, elle est construite de la même manière que dans la station voisine, en niant ce qu'est la station en question, c'est dommage, c'est une erreur, c'est même insulter le passé et l'avenir. C'est le cas dans tout un tas d'autres endroits. Comment on respecte qui on est, où on est, comment on en fait une véritable valeur et une différenciation par rapport à ceux qu'on accueille. Je reviens sur on est ici et pas ailleurs. Pour moi, c'est même le principe même du tourisme, c'est l'altérité. Si c'est pour être partout au même endroit, restons chez nous. C'est un enjeu majeur de marketing territorial aussi à moyen terme, et les pouvoirs publics se posent évidemment la question. Laurent Reynaud, côté Domaine Ski Alpes de France, comment vous... Je reviens 30 secondes sur la question de sobriété quand même, quoi. Il y a un moment donné, et on l'a vu encore avec les chiffres et les diagrammes, on ne peut plus se permettre ce qu'on faisait. Je veux dire, le tourisme automatique, c'est un peu fini, quoi. Il y a un moment donné, y compris sur les questions de mobilité, tu l'as dit, on peut venir pour 1 heure, mais on peut venir aussi pour 1 an. Alors, il faut trouver l'équilibre, mais il faut éviter de venir à la demi-journée à un moment donné. Il faut qu'on trouve du sens à découvrir un territoire et pas juste venir le consommer ou consommer une infrastructure ou un équipement ou une attraction qu'on aura développée. Et pour moi, l'enjeu majeur, si on veut donner un peu de durabilité, c'est d'arriver à faire ça. Laurent Reynaud, sur ce point. À mon sens, c'est que la France a un problème avec son tourisme et qu'on parlait tout à l'heure de contrat social, vous en avez parlé aussi. Je pense qu'il y a quelque chose à renouer entre les Français et leur tourisme, à la fois au niveau national, où c'est pas perçu comme une richesse aussi noble que peut l'être l'industrie, par exemple. Et on fait une usine Poma à Gilly-sur-Isère, on a le Premier ministre qui vient. On fait le plus grand téléphérique du monde, on peine à avoir un élu national. Et il n'y a pas cette fierté du tout, alors que la France est un des tout premiers pays touristiques au monde, grâce à sa géographie, son histoire, sa culture, plein de choses. Souffle dans l'oreillette. Et notamment le ski, mais pas que. Il y a tellement d'autres choses en France. Nos voisins autrichiens, suisses n'ont que leurs montagnes. Nous, on a les montagnes et tellement d'autres choses. Mais il y a quand même ce déficit de confiance dans ce que peut être le tourisme. Moi, je suis convaincu que le tourisme, il fait partie de la solution, qu'il n'est pas le problème. Et il faut qu'on arrive à travailler ça, y compris au niveau local, parce que si les habitants du territoire, il y en a quand même, perçoivent le touriste comme une nuisance, alors même qu'ils en vivent, forcément, on va aboutir à des décisions, y compris si démocratiques soient-elles, qui seront néfastes pour le territoire lui-même. Et donc, on a ce besoin de dialogue, et c'est en ça qu'on a voulu s'impliquer dans les États généraux de la transition du tourisme en montagne, non pas pour que un quelconque comité Théodule décide à Paris ou ailleurs pour l'ensemble des territoires de montagne, mais pour que chaque territoire de montagne fasse ses États généraux et décide ce qui est bon pour lui, sachant que le même projet pourra être considéré comme justifié dans un territoire et pas justifié dans l'autre. C'est là que moi, sur les commissions UTN et autres... Je suis tout à fait d'accord là-dessus, voilà, sur le fait que c'est fait, en effet, Chamonix a sa particularité et on pouvait être pionnier dans l'alpinisme. Aujourd'hui, on l'est dans l'activité à l'année à la montagne. Qui l'eût cru, mais c'est une réalité. Le plan B, on fait 89% de taux d'occupation sur 365 jours.
Et ce n'est pas que des touristes. Il y a aussi des entreprises locales, il y a des gens qui font des travaux, des rénovations, des associations, de la vie culturelle. Donc on peut avoir cette activité à l'année. On a notre expérience locale, mais c'est vrai que dans d'autres domaines, c'est différent. Mais on peut partager peut-être des choses, en tout cas apprendre les uns des autres, et ça peut se faire progressivement en fonction des destinations. Vous m'avez bien lancé pour la dernière question que je voudrais vous poser à tous les trois. Dans cet enjeu de durabilité du tourisme en montagne, il y a cet enjeu d'étalement des moments où les touristes visitent la montagne et puis d'évolution, ce que la ministre, que je sens approcher à grands pas, appelle le tourisme 4 saisons. Est-ce que ça a des impacts positifs en termes de protection de la montagne, côté Mountain Wilderness? Est-ce que vous y voyez des opportunités de durabilité côté DSF? Et Martin, vous nous avez déjà répondu. Pour vous, c'est quand même une très bonne nouvelle d'être à 89% de remplissage toute l'année et pas seulement sur des périodes beaucoup plus courtes. Alors, ça l'est aussi pour différentes raisons économiques, mais aussi ça veut dire qu'on accueille des employés à l'année. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le processus de sédentarisation, c'est-à-dire que une personne vient pour une saison, elle aime bien l'expérience qu'elle a eue dans la station, elle revient pour une deuxième saison peut-être d'été, et puis finalement elle va s'installer, elle va louer un appartement, et puis peut-être fonder un foyer, scolariser des enfants. Donc c'est toute cette chaîne en fait de sédentarisation qui nous intéresse pour redynamiser le territoire, comme on disait, qui stagnait. Donc c'est comment on intervient sur ces différents maillons. Il y a les saisonniers, mais il y a aussi l'accession à la propriété dont on a parlé, et plusieurs choses. Bon. Merci pour ce point. Clairement, sur l'activité d'été, nous, opérateurs de remontée mécanique, et sous réserve des missions qui nous seront aussi confiées par les élus, parce qu'on agit dans le cadre de délégation de services publics, on a du pain sur la planche pour que la part que l'été occupe dans nos recettes et notre activité, et donc dans les emplois, qui aujourd'hui sont beaucoup des emplois saisonniers sur 4 mois, alors c'est quand même beaucoup, c'est plus que la saison d'été en particulier sur le littoral, mais c'est vrai que si on pouvait proposer également une autre belle saison d'été, on pourrait quasiment faire le joint sur l'année. Alors 4 saisons, peut-être à Chamonix, tant mieux, ville à la montagne, 10 000 habitants, une singularité très spécifique. Dans les autres stations de montagne, déjà, si on pouvait faire de belles saisons, ce serait bien. Par contre, attention, ne pas se tromper d'indicateur. La part de chiffre d'affaires qu'on réalise l'été, elle peut aussi augmenter parce que le chiffre d'affaires de l'hiver baisse. Ce n'est pas la solution, je le redis. L'hiver et le ski font partie de la solution. Et je crois que c'est le maire de Chamonix qui le disait tout à l'heure à ma place. Ça donne des moyens aux collectivités locales pour travailler sur les autres activités, le développement des autres activités, y compris sur l'été, faire des services publics. Nous, on donne 5% de notre chiffre d'affaires déjà, rien que aux collectivités sur la taxe sur la montagne. Ça donne des moyens, il y a ça, il y a la taxe de séjour, il y a toutes les redevances des concessions. Et le ski, je le redis, fait partie de la solution. Si Vincent Nérin, 2 questions en une. Ce tourisme est plus étalé dans l'année. Et qu'est-ce que vous attendez de cette version 2 des États généraux ? De continuer à aller plus loin, c'est clair. Après, maintenant, je voudrais revenir. On l'a dit, le constat partagé, il est nécessaire. Climsnow, parfait, mais Climsnow n'est pas parfait, en fait. Tout clairement, y compris les scientifiques à l'origine, ont publié récemment sur les rails dans lesquels ça mettait certains territoires par rapport à des investissements lourds qui, quelque part, les empêchaient de faire autre chose, finalement, qui serait peut-être plus nécessaire. Donc ça, c'est des choses à réfléchir. Et là aussi, on revient systématiquement, mais c'est l'enjeu, à la territorialisation, et des solutions qui marcheront quelque part ne marcheront pas ailleurs. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, parce qu'imaginez qu'on ne va pas lancer le même modèle de développement touristique 4 saisons partout, enfin c'est pas la solution non plus évidemment. C'est Jean-Marc Piès qui parlait du sur-mesure ou de la haute couture, c'est un fait. Malgré tout, il y a des impératifs de prise en considération de l'ensemble des enjeux. On vit encore malgré tout sur une lancée et sur des peurs. Moi, je suis absolument persuadé que malgré tout, ça peut nourrir de la véritable anxiété d'un part de gestionnaire de territoire, ce à quoi nous sommes confrontés. Et certaines recettes du passé sont parfois rassurantes. Il y a des moments où il faut savoir se le poser. Et je pense honnêtement que l'aspect territorial élargi, et pas seulement de la station ou le ski,
font réellement partie de la solution. Quand on se met tous ensemble, et tu l'as dit d'ailleurs, hein, pour construire des espaces vivables, ils sont vivables aussi parce qu'il y a de l'activité, et l'activité, elle est de toute forme de nature, et y compris le ski. Personne ne dit le contraire, il faut que ce soit bien clair. Hein. Mais ce sera plus facile. Mais on le dit systématiquement. C'est bien que tu le dises, Vincent. Après, sur les impacts, etc., oui, il y a des impacts. Oui, il y aura encore des impacts. Le tourisme, tout ce qu'on fait génère des impacts. Nous, on est une association d'alpinistes à la base. On est persuadé que la montagne est une école de plein de trucs. C'est pas dans la ville de Lensa que je vais l'apprendre. On préfère 100 milliards de fois plus que les gens viennent en montagne et se en 30 secondes, Vincent, parce qu'il va vraiment falloir qu'on accueille la ministre. Naturel formidable qui finalement nous remet à notre juste place dans le monde et sur la Terre. Et ça, c'est quand même un enjeu très très fort vu les défis qui nous accueillent. Reprenons notre juste place sur le monde et sur la Terre. Je vous remercie chaleureusement d'avoir participé tous les trois à cette table ronde et je vous remercie pour la qualité de notre intervention. On accueille Madame.